Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 18 juin 2015, oui, 18 juin, la France a organisé une visite des installations militaires démantelées et reconverties du plateau d'Albion pour les membres de la conférence du désarmement conformément au fameux TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Les participants ont pu constater les effets de la décision prise par la France en 1996 d'abandonner complètement la composante nucléaire terrestre de sa dissuasion. Le 22 février 1996, en effet, le président de la République Jacques Chirac annonçait la fermeture et le démantèlement des installations d'Albion. Les derniers étages propulsifs quittent alors le plateau en décembre 1997, la dernière tête nucléaire en février 1998. Le plateau d'Albion avait été choisi en avril 1965, effectivement, en raison de sa faible densité humaine et de son sol, capable de permettre un bon ancrage des silos renfermant les missiles, mais aussi capable d'amortir l'onde de choc en cas, évidemment, d'agression nucléaire. C'était ni plus ni moins 18 silos construits entre 1966 et 1971. Ce qui veut dire que oui, en effet, nous avons réussi à obtenir la bombe, mais pas sans mal, vous le savez. Dans cet épisode, vous allez comprendre quels imbroglios ont dû être démêlés, quelles choses-trappes ont dû être évitées, quelles forces en présence, tant politiques, géopolitiques, stratégiques, ont agi pour ou contre la création de la bombe française. Retour donc à ce deuxième épisode de notre saga. Oui, deuxième, il y en aura donc un troisième, vous avez compris. La bombe française, épisode 2, le jeu politique. On est en 1945. Et à mesure que la poussée russe se fait sentir à l'est de l'Allemagne, les populations civiles s'enfuient vers le sud. Les laboratoires atomiques et les savants n'ont pas été les derniers à quitter Berlin, en particulier ce qu'on appelle les Kaiser Wilhelm Institute, où se faisait tout type de recherche, vont se replier très tôt. Les instituts de recherche sur les questions atomiques vont s'installer d'abord à Stadtilm, en Thuringe, pardon pour la prononciation, puis ils vont déménager à nouveau pour s'établir dans 4 villes et villages du Württemberg. Il y avait en outre un laboratoire de mesures radioactives installé à Egerloch et un laboratoire dans la petite ville de Bissingen. Dans ces villes et villages, on va dire tranquilles, allaient se dérouler les derniers épisodes de la lutte en Europe pour la bombe. Ils concernaient directement la France. Effectivement, par les hasards de la guerre, tous les villages et les villes allemandes où s'étaient repliés les laboratoires allemands étaient aux mains des troupes de la première armée française. Une fois de plus, les Français retrouvaient les Américains qui poursuivaient sans relâche, souvenez-vous du premier épisode, leur quête atomique. Dans le Württemberg, comme à Paris ou à Strasbourg, les soldats de Leclerc ou du général de Lattre de Tassigny ont toujours eu à leur basque les atomistes de Boris Pache. Le feuilleton donc continue. Les Français, comme les Américains, cherchent donc à savoir où en étaient encore une fois les Allemands en matière de bombes atomiques, vous vous souvenez ? Un article publié le 3 mars 1945 va donner une information surprenante sur ce qui se passait dans la ville où était réfugié le maréchal Pétain. Je cite, « C'est à Sigmaringen, dans une aile du château occupé par Pétain, et à Eschingen, situé un peu plus au nord, que les nazis ont transféré les dangereux laboratoires où ils s'acharnent à vouloir mettre au point la fameuse bombe atomique. » Au lendemain de l'arrivée des Français, un convoi de jeeps, 4 voitures blindées américaines, de nombreux camions commandés par le colonel Pache et accompagnés par le général Harrison, chef du service de l'intelligence britannique du secteur. Le professeur Samuel Goodsmith n'était pas loin. Les Américains vont perquisitionner dans tous les laboratoires aux alentours. Les ateliers étaient installés dans une usine de tricot. Les hommes du commando vont s'emparer des savants allemands qu'ils vont soumettre à un interrogatoire qui va durer 4 jours jusqu'au 26 avril. Et puis une partie d'entre eux et d'autres savants ont été ramassés dans toute l'Allemagne. Ces savants prisonniers, coupables évidemment d'en savoir trop, ont été transférés par étapes et puis acheminés en avion à Farnhall, en Angleterre, à environ 50 km de Londres. Et les Américains vont se saisir de tout et détruire ce qui leur paraît inutile sans rien laisser traîner. Et puis, à la barbe des Français, ils vont emporter en Amérique les matières premières et les précieuses machines. Et personne ne sait ce que sont devenues ces reliques technologiques. Même les savants allemands de renom étaient aux mains des Américains.
3 mois avant Hiroshima, au moment même où l'Allemagne capitulait, une inquiétude va paraître dans le camp anglo-saxon. Un peu avant le 8 mai 1945, le professeur Auger déclare à Cockcroft que les Français allaient commencer des recherches sur la bombe atomique. C'est pas Joliot qui a mis le gouvernement français au courant de l'ampleur des recherches sur la fameuse TA, vous vous souvenez, mais c'est bien au contraire le gouvernement français qui a averti Joliot de l'ampleur des travaux américains. En fait, c'est Dautry, le 8 mai 1945, d'après des sources anglaises, qui va informer Joliot de l'ampleur des travaux industriels entrepris aux États-Unis. Dautry pressent que des recherches gigantesques sont en cours aux États-Unis. Ce n'est que lorsque la guerre a été finie qu'on a connu tous les détails. Dès janvier 1943, dans l'État du Tennessee, sous la conduite de la firme du pont de Nemours, sur une réserve de 24 000 hectares, s'élaborait le chantier de l'usine dite de Clinton Engineer Works, où accourait une main-d'œuvre innombrable. Les ouvriers et techniciens s'entassaient dans la ville champignon de Yak Ridge, dans l'État de Washington. Je reviendrai sur tout ça, puisqu'il va y avoir une émission spéciale aussi sur le projet Manhattan. La firme du pont de Nemours, sur une réserve de 6 000 hectares, construisait aussi une immense usine à Hanford, au bord de la Columbia River, près du barrage de Grand Coulee, à 25 km de Pasco. Dans les installations du Tennessee, les Américains procédaient en grand secret à la séparation isotopique de l'uranium-235 par la méthode électromagnétique et par la méthode de diffusion gazeuse. Dans l'usine d'Hanford, ils fabriquaient dans des réacteurs nucléaires du plutonium dont ils étaient les seuls à connaître l'existence, à en maîtriser la chimie et la métallurgie. Ici et là, s'élaborait milligramme par milligramme, grâce à un gigantisme même industriel que peu d'Européens peuvent imaginer, même encore aujourd'hui, les dizaines de kilos de matière fissile nécessaires à la réalisation des bombes. Là encore, je reviendrai dans les détails. En juillet 1945, à Potsdam, au château de Sessinhof, Churchill, Truman et Staline vont préparer la dernière phase de la guerre. Les grands vont y définir la conduite à tenir face au Japon. Les Américains paraissent sûrs d'eux-mêmes. Ils savaient que la bombe était prête. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Oppenheimer. Si vous l'avez vu, intéressant. Le 17 juillet 1945, le président Truman écrit dans son journal de bord « I have some dynamite too ». J'ai moi aussi de la dynamite. En effet, la veille, il a reçu, au beau milieu des négociations avec Staline, la nouvelle tant attendue, bébé au pluriel, heureusement né. Les bébés, c'était tout simplement le nom de code de la première bombe atomique qui venait d'exploser. Car en effet, la veille, le 16 juillet 1945 donc, dans le désert du Nevada, le soleil s'est levé 2 fois, si j'ose dire. Or, Staline, à Potsdam, ne sait pas, lui, ce qui s'est passé à Alamogordo. Churchill a immédiatement vu les conséquences de la nouvelle situation. Il dit le 23 juillet 1945, il est très clair que les États-Unis ne souhaitent plus à présent la participation des Russes dans la guerre contre le Japon.